Ce que j'aimerais faire dans ces entretiens, c'est essayer de vous offrir les idées fondamentales qui sont celles de la philosophie kantienne, de vous offrir en quelque sorte avec ces idées les clés du château. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire à la fois les idées que j'emporterai sur l'île déserte, comme on dit, pour prendre cette image, donc les idées qui me paraissent les plus belles, les plus importantes, les plus intéressantes, mais aussi les clés du château, c'est ce qui va permettre de lire les œuvres de Kant, qui sont incroyablement difficiles à lire. Je ne vais pas parler de la biographie, enfin de la vie de Kant. Il est né en 1724 et il est mort en 1804. Juste pour fixer les repères, ces trois grands livres, ces trois livres les plus importants, les fameuses critiques. La critique de la raison pure, c'est 1780. La critique de la raison pratique, c'est la morale de Kant, c'est 1788. La critique de la faculté de juger, c'est 1790. C'est sa théorie esthétique, notamment sa réflexion sur les critères du beau. Et ce que je voudrais faire pour ces trois livres qui sont un peu à la philosophie ce que l'Himalaya ou l'Everest ou le Mont Blanc sont à l'alpinisme, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de plus difficile à gravir mais ce qu'il y a de plus grandiose, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous donner la signification, les enjeux de cette philosophie, les idées fondamentales, les clés du château, mais aussi la signification et les enjeux, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à percevoir quand on essaye de lire Kant. Je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais étudiant, j'avais 17 ans, j'essayais de lire la critique de la raison pure. J'ai mis une dizaine d'années à la lire vraiment en entier. Maintenant, je la connais presque par cœur, mais à l'époque, j'étais sidéré par la difficulté du texte, non pas en lui-même, si je puis dire, mais la difficulté de comprendre de quoi il parlait simplement. Par exemple, le livre commence, la critique de la raison pure, le grand livre, le livre majeur, il commence par une réflexion dès les premières lignes sur la question cruciale, comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles? Quand vous n'avez jamais étudié de la philo et vous tombez sur une question comme celle-là, ça ne facilite pas la conversation, pour dire les choses simplement. Vous avez l'impression que ça vous tombe dessus, que ça n'a aucune signification, vous ne comprenez pas pourquoi un grand livre de philosophie commencerait avec une question de logicien, dans le meilleur des cas, une question purement technique en apparence. Alors, j'arrivais bien sûr à comprendre ce que c'était que des jugements synthétiques, c'est pas très compliqué, c'est des jugements dans lesquels le sujet et le prédicat s'ajoutent l'un l'autre, plus exactement des jugements dans lesquels le sujet ajoute quelque chose au prédicat. Ça veut dire quoi? Par exemple, si je vous dis « une chaussure est noire », le prédicat noir, le qualificatif si vous préférez, ajoute quelque chose à l'idée de chaussure, parce que la chaussure, elle n'est pas forcément noire, elle pourrait être rouge, verte ou marron. Je comprenais ce que c'était qu'un jugement analytique, c'est l'inverse, c'est quand le prédicat, le qualificatif est compris dans le sujet. Par exemple, si je vous dis un cercle est rond, la rondeur est bien comprise dans le concept de cercle, dans l'idée de cercle. Je comprends bien ce que c'est qu'a posteriori, ça vient de l'expérience, a priori, ça c'est déductif. Bon, je vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais mon Dieu, pourquoi cette question? Et donc on comprend les mots, les professeurs vous expliquent le contenu des concepts, ils vous expliquent les phrases, mais vous ne savez toujours pas de quoi ça parle. C'est ça le problème de la philosophie, qu'elle ne fait pas partie de la culture générale, et surtout de la philosophie kantienne. Vous ne savez pas pourquoi on vous parle de jugement synthétique a priori, à quel problème ça correspond, à quel enjeu ça correspond, et pourquoi il faudrait s'y intéresser. Et pendant des années, j'ai compris le texte de Kant, mais sans comprendre de quoi il s'agissait, sans comprendre la signification que ça avait, sans comprendre les enjeux. Et c'est ça que je voudrais essayer de donner aujourd'hui, en commençant par situer l'ensemble de l'œuvre. Parce que si on ne la situe pas dans l'histoire de la pensée, dans un moment très particulier de l'histoire de la pensée, elle n'a, à proprement parler, aucun sens, cette œuvre. En tout cas, vous ne savez pas pourquoi il pose des questions comme celles qu'il pose et dont vous verrez tout à l'heure qu'elles sont en vérité pleines de sens et même tout à fait passionnantes malgré l'aridité